Et ensuite, là, on est en train de revendre un appartement pour également réinvestir à Bali. Voilà, parce qu'on sait que c'est ici que ça se passe en ce moment. On va parler clairement de chiffres directement. Voilà, la maison elle pourrait être revendue 800, 900, peut-être 1 million d'euros. Aujourd'hui, on est avec Mike. Et bien ici, j'adore. Enfin, villa méditerranéenne. Félicitations pour ça. Bah écoute Laurent, merci. Malgré les prix, on continue à investir. Tous les jours, on en voit des opportunités. Et c'était en 2018 qu'ils disaient non mais Bali, on arrive déjà au maximum du maximum, l'île ne pourra pas se développer plus, on est au top, il y a une bulle, machin, tout ça. Et finalement, je me rends compte que 5 ans plus tard, on a bien fait d'investir. Cut. Les prix suivent, la location suit, donc la rentabilité suit, c'est toujours pareil. Avant de commencer cette vidéo, nous avons réalisé que 87% de l'audience qui regarde la chaîne YouTube de façon régulière, eh bien, n'ont pas souscrit à la chaîne. Est-ce que vous pouvez vraiment nous aider au niveau des algorithmes et souscrire à cette chaîne? Ça nous permet vraiment de faire venir de meilleurs intervenants, donc d'augmenter la transparence et la qualité des informations sur cette chaîne, mais aussi d'augmenter la qualité de production. Bon visionnage! Et on compte vraiment sur vous pour nous aider à ce niveau-là. Merci. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on est avec Mike. On va parler principalement de construction. On va parler de tendance à Bali. Donc Mike, c'est un entrepreneur en fait dans tout le domaine IT. Tu enseignes à des codeurs comment devenir indépendant sur Internet et en vivre. Et il y a quelque chose que tu as fait d'assez spécial, c'est que en fait, tu as quand même un parcours d'investisseur immobilier. Mike, on est dans une magnifique maison et je dois avouer quelque chose au public, c'est que moi qui n'aime pas personnellement les maisons méditerranéennes, je suis plus d'un style villa moderne tropical, dans le côté moderne plus on va dire le tropical de Bali. Eh bien ici, j'adore. Et c'est probablement la plus belle maison que j'ai vue en termes de maison méditerranéenne, enfin villa méditerranéenne. Félicitations pour ça. Bah écoute Laurent, merci, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Ça a été du boulot, mais ça fait plaisir à entendre. Ok. Alors, on va directement passer aux choses sérieuses. Donc, on va parler de construction. Mais avant ça, j'aimerais revenir en fait sur les fondamentaux. Bien sûr. Tu as investi d'abord en Colombie. C'est ça. Donc, tu es principalement entrepreneur en ligne, etc. Et tu viens investir à Bali. Alors, pourquoi ne pas avoir continué en Colombie? Parce que je sais que tu avais de superbes rendements. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, la Colombie, j'ai investi en Colombie en 2015-2016. Ça a été un super investissement. D'ailleurs, j'ai revendu un bien immobilier. J'ai doublé mon investissement. Et voilà, ça a bien commencé comme ça, mais au fur et à mesure, nous, on est venu s'installer à Bali, on a commencé à regarder un petit peu l'immobilier, on a regardé un petit peu les rentabilités, comment ça se passe tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte que Bali, en termes d'investissement, c'était beaucoup plus rentable. Et du coup, voilà pourquoi on a un peu changé notre fusil d'épaule et on est en train tranquillement de venir réinvestir sur Bali. Donc, ça a commencé avec l'investissement, via tout ce que j'ai fait en ligne, etc. Donc j'ai commencé à investir dans une première villa à Bali. Et ensuite, là, on est en train de revendre un appartement pour également réinvestir à Bali. Voilà, parce qu'on sait que c'est ici que ça se passe en ce moment. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes pourquoi je suis ici en ce moment et pourquoi à Bali. Alors tu fais pas seulement ça, on est d'accord? Ah oui, non. Parce qu'avant ça, avant on va dire d'être investisseur, tu as fait cette villa pour toi. Pour moi, exactement. D'accord. Alors pourquoi être venu à Bali? Tu es entrepreneur en ligne, tu peux aller partout dans le monde. Pourquoi Bali, tout simplement? Alors si on peut la refaire, nous, c'est connu en 2018, dans ces eaux-là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui est venu à Bali à cette période-là. Et c'est vrai que nous, au début, on est arrivé, on n'avait pas forcément de projet immobilier. Nous, on est venu plutôt pour le lifestyle de Bali, vivre en tant que digital nomade, entrepreneur, etc. Donc c'est là que moi, j'ai décidé de lancer mon business en ligne, commencer à avoir mon business de formation sur YouTube, etc. Et puis, vu que Bali, ça offre quand même pas mal d'opportunités, voilà, le business développe bien, voilà, moi j'ai commencé à me faire connaître comme ça a commencé à marcher, puis je me suis dit, voilà, tout ce que je gagne en tant qu'entrepreneur finalement, eh bien j'ai envie de le réinvestir sur Bali parce que c'est vraiment une île dans laquelle je me vois tout simplement passer mon temps, y vivre et pour de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de en fait construire cette
cette maison, cette villa, principalement pour nous, puisque c'est vrai que, comme tu le sais, le marché évolue vite en ce moment. Il faut, souvent à Bali, on fait des locations annuelles. Chaque année, il faut changer, il faut réinvestir, faut relouer une maison, et puis c'est du boulot. Et puis on s'est dit, voilà, on va investir dans une villa pour être bien chez nous et pour être tranquille pour les prochaines années. Même en 2023, tu continuerais à réinvestir donc. Ouais, même en 2023, malgré, pas malgré, mais voilà, les prix ont bien augmenté, comme tu le sais, notamment sur les terrains. Je me souviens que tu nous avais aidé d'ailleurs à trouver ce terrain à Babakan. À l'époque, tu me disais, Mike, tu sais, tu devrais pas trop tarder, les prix vont flamber, etc. Je me disais, oui, bon, c'est un discours d'agent immobilier classique ou quoi. Enfin, je me disais, ok. Et tu avais bien raison, puisque ici, les prix ont quasiment doublé. Je crois qu'ici, ce terrain, on était sur 8 millions l'art à l'année. Et là, le terrain d'à côté est déjà passé à 14, 15, bientôt 16. Et donc, effectivement, tu avais raison. Tu avais bien vu le potentiel de Babakan. J'ai acheté moi-même ici à Babakan. Donc, oui, je me souviens. Le terrain de là-bas, ok. Donc, ça a bien augmenté. Donc, voilà, il y a pas mal de… Puis, on a aussi des connaissances qui sont aussi dans l'investissement immobilier. Et on voit un peu les rentabilités, tout ça. Donc, voilà, nous, on se voit continuer. Malgré les prix, on continue à investir. Là, on a d'autres projets à Canggu et aussi on réfléchit à d'autres endroits de Bali, notamment peut-être Bingin ou ce quartier-là. Voilà. Mais pas que, parce que ta compagne, elle aussi, travaille dans l'immobilier. Exactement. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors, à la base, elle aussi, quand elle est arrivée à Bali, elle s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à Bali? Puis elle s'est dit, elle avait ce truc pour la décoration, etc. Elle a commencé avec une boutique en ligne qui permettait d'acheter des produits de décoration d'intérieur. Puis de fil en aiguille, elle a commencé à être contactée pour faire quelques projets d'intérieur. Et du coup, elle a switché un peu vers la décoration d'intérieur. Et puis, c'est avec elle ici qu'on a fait cet intérieur. L'intérieur de cette maison que tu me dis que tu aimes tant. Et alors, tu arrives en 2018, enfin on s'est connus en 2018 en tout cas. Est-ce que tu as vu un changement dans l'immobilier, mis à part on va dire le prix, on va dire au niveau du développement de l'île? Est-ce que tu as vu des changements? C'est toujours intéressant de le savoir dans la bouche de d'autres investisseurs. Yes, des changements, comme tu le dis, effectivement. Le prix, les changements qu'on a vus, c'est que effectivement, ça s'est développé massivement de plus en plus vers, tu vois, Pererenan, CC, etc. Donc on sent qu'il y a, ça pousse vers là-bas, ça pousse aussi vers Babakan, Padonan, etc. C'était des quartiers où moi je me souviens à l'époque, quand on cherchait des villas, tu me parlais de Babakan, Padonan, ça me paraissait loin, ça me paraissait pas dans le centre. Enfin, pour moi, c'était exclu. Alors que maintenant, tu es carrément dans le centre de Canggu et il n'y a aucun problème à investir à Babakan, Padonan. Et effectivement, ça a été les gros changements. On a vu aussi en termes je ne veux pas dire de population, mais on a vu beaucoup plus d'entrepreneurs arriver. On a vu plus d'influenceurs aussi. Et puis surtout avec l'arrivée du Covid. Donc ça s'est développé dans ce sens-là. Et ça a explosé en termes de construction de villas, surtout en Canggu, tous ces coins-là. C'est un peu la folie. On se sent vite dépassé. On a l'impression, il y a un peu le FOMO, on a l'impression de rater des opportunités parce que effectivement, ça va très très vite. Très vite dans ce coin. Et le pire, c'est que tous les jours, on en voit des opportunités. Tout le temps. C'est tout le temps et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, voilà, est-ce qu'il ne va pas y avoir un crash immobilier, etc. En fait, il ne faut pas oublier qu'à Bali, eh bien, en fait, tout se finance complètement en cash. Voilà. Donc il n'y a pas de banque. Donc pas de banque dit peut-être pas de bulle, je sais pas. Peut-être pas de bulle immobilière. En tout cas, même s'il devait y avoir une bulle et que le Covid par exemple, ça aurait pu être l'exemple, il n'y a personne qui va se faire en fait exproprier de sa villa. C'est juste pas possible. Alors moi, si on peut revenir sur cette histoire de prix qui flambe, de bulles, etc. Quand on arrivait en 2018, je me souviens que j'avais déjà parlé on visitait des villas à louer à l'année et je me souviens que le propriétaire, c'était à Batu Bolong, je crois à l'époque, il me disait déjà que les prix avaient flambé et c'est déjà en 2018, donc tu entends ça depuis toujours. Pareil, il y avait eu des vidéos qui tournaient de je ne sais plus quel entrepreneur qui disait, et c'était en 2018, qui disait non mais Bali, on arrive déjà au maximum du maximum, l'île ne pourra pas se développer plus, on est au top, il y a une bulle, machin, tout ça. Et finalement, je me rends compte que 5 ans plus tard, on a bien fait d'investir parce qu'en fait, il n'y a pas eu de crack, ça continue. Après, on ne sait jamais, on peut pas prédire non plus l'avenir, mais
pour le moment, écoute, ça se développe et je peux comprendre en fait cette peur des prix qui flambent et de se dire on a raté l'opportunité. Mais pour moi, je pense qu'on a, voilà, ça fait partie des prix, les prix augmentent. C'est la vie, quoi. Ça fait partie du marché, quoi. Et on en parle depuis, moi j'entends ça depuis 2011. Et je vais même te donner un exemple. Moi, j'ai un quartier que j'affectionne particulièrement, c'est le quartier en fait d'Oumalas. J'adore. C'est un quartier résidentiel donc qui est situé entre Canggu et Seminyak, dans une zone très touristique. Et dans le temps, quand on me parlait des terrains là-bas, donc je parle toujours en art, enfin, vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne. Mais qu'on me disait 12 millions au Malas, c'était waouh, c'était trop cher avant. C'était trop cher. Aujourd'hui, on en vient à racheter des terrains à 20 millions et c'est des deals parce qu'on est 20 à 30% en dessous du prix du marché. Donc je me souviens de cette époque-là, des prix d'Oumalas. On disait ouais, mais Oumalas c'est pas Canggu exactement, donc en fait ça devrait être moins cher, etc. Alors Oumalas c'est hyper bien situé, c'est juste à côté de Canggu, enfin vraiment tu es à 1 minute en moto et c'est vrai qu'à cette époque quand on me sortait des 12 millions, 13 millions, je disais c'est n'importe quoi, alors que maintenant j'achète tout de suite un terrain à 12, 13, même peut-être plus à Oumalas, parce que c'est une location vraiment idéale. J'adore Oumalas. Ok. C'est top. Alors, maintenant, parlons construction. Est-ce que tu as eu, enfin, construction et ta recherche de terrain, est-ce que tu as eu du mal à trouver ton terrain? Parce que c'est la première étape lorsqu'on vient investir à Bali. Donc, il y a deux façons d'investir ici. Donc, soit on achète une villa tout simplement qui existe déjà, tout simplement, ou soit en fait on construit. Alors, pourquoi toi, tu as décidé de construire et pas d'acheter une villa existante? Alors le premier critère en fait c'était parce que avec ma femme on en a discuté, on voulait vraiment avoir une maison unique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir unique ou du moins avoir une maison qui soit vraiment à notre goût, à notre image et ce qu'on voulait, enfin de ce qu'on voulait. Donc sur le marché on voyait des choses, c'était le début un peu du méditerranéen mais c'était pas voilà, puis le prix était aussi plus cher et puis on a eu envie en fait de suivre le process, de voir comment ça fonctionne, parce que par la suite, c'est toujours mieux de savoir comment ça fonctionne si on veut continuer les investissements immobiliers. Et donc, on s'est dit, on va pas faire appel à un promoteur ou quelqu'un qui gère tout. Et puis, on s'est dit, bah voilà, on va chercher un terrain dans un premier temps. Et ensuite, on va chercher un architecte. Et ensuite, on va chercher un constructeur. Et donc, on a fait tout ça. Donc, c'est vrai que ça a été assez stressant puisque la recherche de terrain, on l'a fait ensemble. On en a fait une partie ensemble. Et effectivement, tu passes ton temps à visiter des terrains, c'est pas les bons, parfois c'est les bons, parfois c'est pas la bonne durée, parfois c'est pas les bons prix, parfois il y a les problématiques de contrat de famille, comment on appelle ça, de tout ce qui est par rapport au notaire, légal, etc. Donc il ne faut pas se faire avoir, etc. Donc il faut comprendre un peu le marché. Mais nous, on a vraiment découpé le projet en deux phases, c'est-à-dire on s'est dit la phase architecture, ça sera après. On va d'abord trouver notre terrain, on s'est focus sur le terrain. D'ailleurs, on n'avait même pas le budget pour construire toute la villa tout de suite. On s'est dit, prends le terrain, on boucle notre terrain comme ça, c'est sûr, on a ce qu'il faut. Et après, on est passé à la deuxième phase, la phase architecture, etc. Donc la phase de recherche, de toute façon, c'est primordial, quoi. C'est la phase pour moi la plus importante puisque ça va déterminer le lieu où tu vas habiter ou la location, ça va déterminer la forme de la villa, ce que tu vas pouvoir construire, ton neighborhood, etc. Donc c'est une phase hyper importante et stressante en même temps. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est facile pour un investisseur à distance de faire tout ce que tu as fait? C'est difficile de le faire. Nous, on habite à Bali, donc forcément, pour nous, on peut facilement visiter des terrains ou avoir des contacts, ne serait-ce que la partie contact. Nous, j'ai plein de contacts, je te connais, tu me présentes des terrains, voilà, il y a le réseau, donc ça aide beaucoup. À distance, je pense que c'est possible, mais tout ce que tu vois sur les sites, souvent, c'est des annonces, c'est pas les meilleurs plans, c'est pas les meilleurs terrains. Donc je pense que passer par des professionnels comme toi, ton équipe ou d'autres, ça permet de justement avoir des bons plans. Mais tout seul, je pense que c'est limite impossible. Je veux pas dire que c'est impossible, mais c'est pas possible. Par contre, entouré de professionnels, d'investir à distance, je pense qu'après tout, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on connaît un petit peu Bali, on connaît un petit peu les localisations, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime plutôt être sur Canggu, là où ça bouge, ou plutôt être vers Uluwatu, où il y a la mer Bleue, etc., ou peut-être d'autres secteurs? À partir du moment où on connaît là où on veut être,
on donne les critères à quelqu'un qui s'y connaît et puis on peut avoir des opportunités comme ça. Donc ouais, je pense que c'est faisable avec des professionnels. Ouais, ok. Voilà. Et parlons maintenant archi. Donc tu trouves ton terrain, celui qui te convient. Beaucoup de personnes se posent la question, combien de temps ça dure en fait au niveau de l'architecture? Ça va, on est dans les ordres de 2-3 mois. Après, ça peut durer 1 an hein, si tu es très pointilleux, mais il faut compter entre 2-3 mois. Mais là où on a pris plus de temps, nous, c'était de trouver le bon. Donc on a dû mettre 3-4 mois. Donc au final, on a mis 7-8 mois. Mais la vraie phase d'architecture, en fait, ça dure peut-être un peu plus, entre 3-4 mois. Et après, sachant qu'une fois que le projet démarre, si vous travaillez avec des architectes qui sont relativement souples, ils sont prêts à accepter des changements. Donc il y a forcément des changements. Nous, par exemple, au premier étage, on avait fait un rooftop ouvert. Finalement, on a eu des voisins à côté. Puis on a changé, on a rajouté un mur, une cuisine sur le rooftop. Puis on a rajouté une gym. Bon, voilà. Donc tout ça aussi, donc, calcul de voilà, il faut recalculer la structure, le coût. Ça a un coût supplémentaire le temps. Et voilà. Donc ça prend. Je dirais, nous, ça nous a mis 3-4 mois à trouver les bons architectes, des personnes de confiance. Ensuite, pareil, de trouver les contracteurs. Enfin, la partie construction, c'est la partie suivante. Il faut avoir, je pense, nous, on avait un goût assez arrêté. Alors, au début, non. Au début, on était relativement ouvert un peu à différents types de design, d'architecture. Puis après, au fur et à mesure, on s'est affiné vers, comme tu peux le voir, un peu du méditerranéen, touche méditerranéenne moderne et en fait on est parti sur cet angle-là et on a travaillé avec les architectes sur ça quoi. C'était simple? Ça prend du temps, Alors après, nous on a été impliqués dans le projet. Il y a peut-être des personnes qui achètent sur plan, ça leur plaît tout de suite et ils ont parce qu'il y a des, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui proposent des villas un peu toutes les mêmes et puis voilà, ça vous plaît ou pas et puis on y va. Nous on a quand même travaillé le projet, ça prend du temps, c'est un peu stressant, c'est pas difficile parce que c'est quelque chose qu'on a aimé faire puisque c'est la villa dans laquelle on va habiter. Donc forcément on y a mis du cœur mais oui, c'est voilà, comme tout projet, il faut suivre au fur et à mesure les avancements, il faut être patient, etc. Mais à la fin, on est content d'en sortir, quoi. Et on arrive donc après l'architecture à une phase très importante qui est la construction à Bali. La construction. C'est probablement la phase la plus galère, on va dire, en quelque sorte. Hein. Surtout en ce moment, les constructeurs ont des carnets d'adresses remplis et surtout trouver un bon constructeur, ce n'est pas facile. Exactement. D'accord. Alors toi, comment tu t'y es pris? Alors moi, toujours pareil, je m'y suis pris par rapport au réseau, c'est-à-dire j'avais une connaissance. Alors j'ai fait bien sûr quelques devis de contracteurs. Il y a des contracteurs de Bali, des contracteurs étrangers qui travaillent à Bali. J'ai testé un peu tout le monde pour voir un peu les devis. Mais finalement, je me suis rabattu entre guillemets vers une personne de confiance, c'est-à-dire quelqu'un que je connaissais, qui a déjà fait d'autres villas. Ça nous a rassurés, on s'est dit c'est pas un contracteur qui peut nous lâcher en plein milieu, on connaît sa construction, on sait ce qu'il a fait, on connaît son historique, donc du coup ça nous a rassurés. Donc on est parti sur quelqu'un qu'on connaît, mais avant on a fait comme tout le monde quelques devis pour voir à peu près vers quoi. Puis comme les devis matchaient à peu près, on s'est dit voilà, on avait un bon feeling avec ce contracteur, c'est un Balinais, quelqu'un qui habite à Bali, qui fait du très bon travail, avec qui on est très content et d'ailleurs on a d'autres projets avec lui et voilà pourquoi on est parti. D'ailleurs à la fin de cette vidéo on va donner tous les prix, donc Mac a accepté gentiment en fait de nous ouvrir en fait son budget, donc on va parler de tout ça à la fin de la vidéo. Alors on continue, construction, tu commences. Facile ou pas Alors, facile, ça dépend le niveau de patience des uns et des autres. Moi, je suis quelqu'un de plutôt… j'aime bien que ça aille vite, j'aime bien que les choses avancent, j'aime pas les problèmes, etc. Mais bon, malheureusement, enfin, c'est comme ça, c'est pas malheureusement, c'est la vie, je pense, même en France, c'est comme ça, c'est qu'il faut être patient, il faut accepter que parfois, il y a des choses qui sont pas faites comme tu le souhaiterais, il y a des problèmes, machin. Mais bon, je me dis qu'au fil du temps, tous les problèmes qu'on a eus se sont résolus, c'est-à-dire si on a un problème de fuite, écoute, on corrige la fuite, s'il y a un problème de construction, on vérifie, mais voilà, globalement, c'est quand même stressant parce que quand tu mets cette somme, c'est quand même une certaine somme d'argent, quand tu mets cette somme sur la table, tu n'as pas envie que ton contracteur te plante, tu n'as pas envie que le résultat soit pas tel que tu l'imaginais, parce qu'il y a pas mal de projets, tu sais, tu les vois sur les plans en architecture, ils sont magnifiques, et quand ça sort, tu regardes les finitions, tu commences à devenir fou, tu dis mais c'est pas ce que j'avais prévu, etc. Donc nous on avait un petit peu peur de ça et voilà, ça a été une phase stressante, sachant aussi que
Notre contracteur nous avait annoncé 10-12 mois, mais on était parti quand même sur 12 mois. Et finalement, ça a dépassé peut-être à 14 mois. Donc on a eu 2 mois de retard, ce qui finalement voilà, était correct. On n'avait pas appliqué ni de pénalité de retard ou quoi, mais voilà, c'était OK. On savait qu'on pourrait dépasser d'1 mois ou 2. Je pense que ça aurait duré un petit peu plus, 4-6 mois, là, on aurait commencé un petit peu à stresser. Voilà, les 2 mois, on les a pris et ça s'est très bien passé finalement. Donc voilà, donc c'est stressant. Mais voilà, avec des bons contracteurs, finalement, les choses avancent petit à petit et puis après le projet il sort au bout d'un moment, de toute façon. Alors pourquoi c'est stressant? C'est stressant parce que en fait déjà il y a le côté délai, c'est-à-dire que déjà nous on avait une villa à l'année qui terminait au mois d'avril, je t'en ai parlé tout à l'heure, et forcément avec le contracteur on s'était arrangé pour que ça soit prêt au mois d'avril, et forcément ce qui devait arriva, c'est que au mois d'avril c'était pas prêt, donc on s'est retrouvé SDF, sans domicile fixe à Bali. Bon, ça va, on est à Bali, c'est pas trop compliqué. Donc, sachant quand même que les prix à Bali ont bien explosé, donc bon, voilà. Donne-les justement la caméra. Oui, pour les locations, par exemple, à un moment, on s'est retrouvé à payer 1 000 € pour 2 semaines pour un petit truc au fin fond après Bumbak, après Tumbak Bayou, mais vraiment loin, pour 1 000 € pour un tout petit truc. Après, c'était pendant la période, tu sais, la période des fêtes annuelles à Bali, donc c'était les fêtes musulmanes de Bali, d'Indonésie, donc il y avait tout qui était loué. Mais bon, bref, après on a dû louer d'autres trucs, après notre contracteur, et c'est là que tu dis, c'est bien d'être avec un contracteur avec qui on a une relation de confiance. Il a aussi des propriétés, enfin il a un hôtel à CC, il nous a dit bon, on a une chambre de libre pendant 1 mois, il nous a hébergés, on s'est arrangé financièrement. Et donc finalement voilà, on a passé 2 mois et puis après on est rentré dans la mise. D'accord. Il y a eu des problèmes au niveau de la construction ici? Alors les problèmes qu'on a eu au niveau de la construction, alors au début on a eu des petits ajustements en termes par rapport en fait, c'est là qu'aussi on apprend des projets, c'est vrai qu'on a une vision de l'architecture. Moi ma vision au début c'était, il y a des architectes, ils ont la taille du terrain, ils ont des tailles, c'est au millimètre près et donc forcément tout doit tomber comme le drawing, le dessin, l'architecture. Et forcément, la réalité, c'est que le mur, il est peut-être pas aussi droit qu'on le pensait. Quand on décale 1 centimètre plus 2 cm, à la fin, ça décale de quelques centimètres. Et du coup, en fait, ça, c'était le premier truc de se dire, c'est pas exactement comme les drawings. Et donc, en fait, on s'ajuste et puis après on a compris que ça faisait partie du process. On a eu ça, on a eu des petits ajustements à faire à propos des marches, bon ça c'était pas trop compliqué. On a eu un moment, et heureusement qu'on a eu une semaine de pluie au mois de juillet je crois à Bali et finalement on a pu détecter des fuites sur les vitres etc. Donc ça fait partie du jeu et donc le contracteur est venu, il a corrigé tout ça et ça c'était bon. Qu'est-ce qu'on a eu qui nous a bien angoissé? Si on a eu des fuites, on entendait la pompe à eau qui tournait, on s'est dit c'est pas normal et finalement on a eu une petite fuite sous une shower, une douche là-bas, donc on a dû péter le terrasso, ressouder. Bon, c'est des choses qui font partie du truc. Voilà, ça c'était les gros problèmes. Mais en France, ça arrive aussi. Mais tu as ça en France, tu cries. Oui, je pense que c'est ça. À Bali, tu restes calme. Tu dois rester calme parce que c'est pas la même culture. Nous, on a une certaine logique et ici, ils travaillent différemment, mais c'est OK, il faut s'adapter à la logique du pays. C'est vrai qu'en France, mon ressenti après ce projet, c'est que j'ai l'impression qu'en France, on est sur une… J'ai pas fait beaucoup de projets en France, donc je ne pourrais pas trop généraliser, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment réfléchir à une solution. On va prendre le temps, on va essayer de faire au mieux et on va construire la chose. Ici, c'est plus, on y va, on fait, puis après on se dit ah mince, le tuyau il passe là et après on corrige les problèmes au fur et à mesure. Voilà, j'ai plus l'impression que ils essayent, ils avancent, on corrige, ils essayent, mais finalement au début on a l'impression que c'est un peu bordélique et puis finalement je me dis ils arrivent à sortir des choses incroyables. Quand on les voit travailler avec des bambous, nu-pieds, etc. On se dit comment ils vont réussir à faire ça et finalement ils ont l'habitude, ils en font des tonnes de projets et finalement ils arrivent toujours au bout du projet. Donc voilà, c'était ça qui était un peu difficile. Alors qu'est-ce que tu as fait ici? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de la villa en soi. Est-ce que tu peux nous donner un peu les dimensions de ta villa, combien de pièces et dans quel esprit ça a été fait? On est sur un terrain de
Donc 4 arcs, 400 mètres carrés, ça doit faire à peu près 300 ou 275-300 mètres carrés habitables. Mais voilà, un grand living room avec un espace sofa, living room cuisine, hauteur sous plafond 4 mètres, donc ce qui fait des belles pièces. C'était un truc qu'on voulait, voilà, avoir un escalier avec une skylight en haut, des puits de lumière en fait, voilà. Donc on est sur 3 chambres, 3 plus 2 entre guillemets, c'est-à-dire on a 3 belles chambres plus un bureau de travail plus une salle de gym qui peut être convertie plus tard pour une autre chambre. Donc ça fait une sorte de 3 plus 2 et voilà, une petite piscine extérieure qui n'est pas immense mais nous qui nous convient très bien avec voilà, un petit sofa pour profiter le dimanche. Voilà. Ouais, elle est bien optimisée. Ouais, voilà, elle est bien optimisée. Après c'est du terrazzo. Pour les personnes qui ne connaissent pas en tout ça, il y a on peut construire des choses en béton ou en mur, en peinture simple et on ne voit pas les problématiques. En terrazzo, en béton ciré, effectivement, c'est plus difficile à gérer. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas parce qu'il y a ce côté tacheté, craqué, etc. Mais ça donne aussi du cachet. Donc nous, on est parti là-dessus. Ça coûte plus cher pour la construction. Et il faut accepter d'avoir des craques, des petites taches, des petites imperfections. Ça vit tout simplement. Et pour la piscine, c'est vrai qu'il faut bien savoir gérer ça. Notre contracteur est venu avec un mec spécialisé pour le traitement des piscines en terrazzo et il a expliqué à mon housekeeper comment fallait gérer ça, les produits, etc. Finalement, ça va. Pour le moment, ça va, quoi. Voilà. D'accord. Et si on doit parler chiffres maintenant, tu penses que si tu venais à revendre ta villa, en termes de valeur maintenant, tu penses que tu as augmenté la valeur de ta villa à combien par rapport à ton budget? Alors ce qu'on dit, c'est qu'en général, on peut revendre à 30, 40%, 50 peut-être dans la fourchette haute. Moi, je dirais qu'on nous a fait, on va parler clairement de chiffres directement. Il y a des agents qui passent de temps en temps, qui regardent un peu la villa et on en a fait rentrer. Et il y a des personnes il y a une nana d'une agence ici. Alors après, ça vaut ce que ça vaut. C'est parfois pour l'ego, pour nous dire que la maison est belle, etc. Mais elle nous disait, voilà, la maison elle pourrait être vendue 800, 900, peut-être 1 million d'euros. Alors 1 million, c'est peut-être un peu beaucoup, c'est un peu pour flatter l'ego. Mais voilà, elle s'est dit, voilà, ça pourrait être dans ces ordres d'idées. Et nous, on s'attendait à peut-être à une revente comme ça. Je pense qu'on serait plutôt sur les 600-700, je pense que ça serait 600-700 000 euros, ça serait plutôt une fourchette raisonnable, je pense. Mais bon, on ne sait jamais, quoi. Voilà. Mais la construction t'a coûté quand même. La construction a coûté. Et si pour moi, on calcule, oui, beaucoup moins cher. Et si on calcule aussi l'investissement en temps sur le projet, le stress, etc. Au début, parce que c'est vrai qu'au début, moi, je me disais, je ne comprends pas pourquoi certains achètent des maisons déjà toutes prêtes, sachant que bon, à Bali, on peut construire, c'est moins cher, etc. Maintenant, je comprends les gens qui achètent tout prêt, sur plan, déjà prêt, enfin voilà, parce que je comprends cet aspect déjà d'attente, de stress et on n'est jamais sûr du résultat. Donc voilà. On a rencontré d'ailleurs notre investisseur, il nous disait… les gars, parce qu'il a voulu construire par lui-même et quand il a vu la somme de stress et de travail qu'il y avait derrière ça, il nous a dit en fait les gars, chapeau, je referai pas ça, je vais prendre une ville existante et puis je le referai plus. C'est vrai que quand on construit, les investisseurs ne se l'imaginent pas, mais c'est nous qui coordonnons le tout et c'est assez intense. Moi je comprends qu'une villa se revende à 40% dessus parce que moi personnellement j'ai un business à faire tourner, je suis sur YouTube, j'ai du contenu à créer, des vidéos, des formations, du suivi, j'ai des élèves, j'ai des nouvelles formations à créer, etc. Et je sais que sur les 6 derniers mois, j'ai dû mettre un petit peu en pause mon projet mon projet de business justement pour terminer ce projet correctement parce que le but c'est pas de construire une maison et qu'à la fin tu suis pas le projet et tu as un résultat qui est moyen. Donc j'ai fait un sacrifice sur cette partie-là sur les 6 derniers mois et ça a un coût et si on devait chiffrer ce coût, ça serait de l'argent. Donc voilà, ça fait partie du truc. Donc la gestion de ce type de projet, ça a un coût énorme, effectivement. Maintenant parlons tendance. Tu sais, le style méditerranéen, comme je l'ai dit, ces derniers temps, on va dire ces 4 dernières années, ça a explosé à Bali. Exactement. Donc ils ramènent le style de Tulum. Il y a eu un peu d'inspiration aussi, on va dire, d'Ibiza, de Grèce, etc. Toi, quelle est ta vision sur le méditerranéen? Si on reprend un peu sur l'aspect architecture, style, etc. Moi, au début, j'étais
plutôt ouvert à tout, donc je regardais un peu le tropical, voilà, il y a plein de styles différents. Puis finalement, avec ma femme qui est plutôt dans le style méditerranéen, etc., on a dû faire un compromis. C'est-à-dire que moi, au début, j'étais moyennement chaud, sachant que je voyais quand même des belles villas sortir, mais voilà, c'était pas trop mon truc. Le côté, les taches de béton ciré, machin, tout ça, je me suis dit, je sais pas si ça va me plaire. Et puis finalement, on en est venu à du style méditerranéen, etc. Sauf que c'est vrai qu'à Bali, il y a une explosion de ce type de villa. Et voilà, pourquoi pas, parce que c'est la mode, c'est les tendances, etc. Et ce qu'on a essayé de faire, alors voilà, on essaie comme on peut, c'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas être la énième villa méditerranéenne à Bali qu'on voit un peu, comme on voit un peu partout. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est on a essayé de mixer un petit peu le méditerranéen moderne, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, ici tu verras des arches, tu verras des niches méditerranéennes, du trait blanc, béton ciré, etc. Mais en même temps, tu verras aussi des lignes assez modernes, des lignes assez droites, une grosse hauteur sous plafond, etc. Donc ça a été surtout travaillé par ma femme, avec les architectes. Ils ont travaillé sur le sujet et puis la décoration aussi, la touche finale, c'est une partie très importante. Donc oui, le style méditerranéen à Bali, ça se développe. Après, attends, moi je trouve qu'il y a beaucoup de styles méditerranéens un peu, je ne vais pas dire cheap, mais un peu où on voit que c'est du copier-coller de villas, les mêmes arches, les mêmes trucs, les mêmes machins. Si vous investissez et que vous voulez vous faire une maison méditerranéenne, allez-y. Peut-être essayer de trouver un élément différenciant, je ne sais pas, quelque chose d'un peu fun pour votre villa. Ça peut éviter d'avoir une énième copie de maison méditerranéenne. C'est ça. Mais en fait, moi je pense que ce style-là, quand on le fait, il faut y aller franchement. C'est surtout que généralement, quand on est constructeur, donc on pense la maison en premier, on pense coût, et après on rajoute le côté méditerranéen. Mais vous avez fait ça d'une façon très différente, c'est que vous avez pensé le côté méditerranéen à l'origine. Exactement. Ouais. Donc au niveau de l'architecture, de la construction, et tout a été pensé comme ça. Exactement. Avec les architectes, dès le départ, en fait, on leur a donné un mood board comme avec tout architecte, mais voilà, dès le départ, on avait des goûts assez arrêtés sur ça, et donc du coup, ils ont pris en compte nos demandes, et voilà. Et puis Jessica avait déjà en tête ce qu'elle voulait, donc forcément, dès le départ, on a pris ça en compte. C'était pas, on va construire une villa, puis on va mettre un peu de pot et de machin pour faire méditerranéen. On a vraiment pris le truc dès le départ, quoi. Voilà. Alors, parlons justement de décoration. Il y a des pots ici, il y en a là-bas, il y en a partout. Alors oui, je pense que le budget pot a dépassé le budget électronique et high-tech. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais oui, en termes de pots, alors je pense que la plupart des gens verront je crois qu'on n'avait jamais dit pots. ça. La plupart des gens verront des pots ici, dire ouais, c'est un pot, sauf que Jessica a voulu des pots particuliers, des pots qui viennent de Lombok, en terre, pas les faux anciens, les vrais anciens, etc. Donc, ouais, il y a du détail que peut-être la majorité des gens ne verront pas, mais voilà, c'est quand on habite dans sa propre maison, on aime bien avoir des choses qui nous plaisent, quoi. Voilà. Donc, ouais, en termes d'accessoires de déco, donc les pots, tout ce qui est porcelaine, là, tout ça, c'est aussi des choses qui ont coûté aussi, effectivement. Donc la décoration t'a coûté cher ici. La décoration a coûté pas mal. Si tu regardes cette table, je ne sais pas si on la verra à la caméra, mais tu vois, c'est une sorte de marbre avec une épaisseur assez costaud. Donc du coup, effectivement, voilà, tous les aspects déco. Et en fait, oui, on a dépassé le budget déco. C'est-à-dire que au démarrage, on avait une certaine idée de ce qu'on devrait mettre pour la déco et finition et tout ce qui est tissu, les rideaux en lin, ça coûte un bras, tout ça. Et puis finalement, je pense qu'on a plus que doublé notre estimation de base. Après, c'était un projet. Je pense que on n'aurait peut-être pas doublé l'estimation de base si c'était peut-être pour de la location ou autre chose, je sais pas. En tout cas, là, comme on habitait dedans, on s'est dit c'est notre maison, on va OK pour doubler le budget. D'ailleurs, tes rideaux, ils sont en lin. C'est du lin, ouais. C'est du lin, ils ont été. Alors, à la base, un peu à Jessica. Non, ça va. Alors à la base, c'est pas du. À la base, c'est même pas des rideaux. À la base, ils vendent des rouleaux d'1 mètre. Et Jessica, en chinant un peu dans les trucs, s'est dit tiens, mais on peut en faire des rideaux. Et donc du coup, elle les a assemblés. Et puis voilà, ça fait des rideaux. De très beaux rideaux. Des rideaux en lin, ouais. Effectivement. Et j'en veux un peu à Jessica, oui, pour le prix. Pour le prix. Pour le prix, parce que le lin, c'est cher au mètre carré, effectivement.
Donc du coup, tu sais, à Bali, il y a un gros inconvénient, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est là tout ce qui est intérieur design, la décoration. C'est très difficile de trouver en fait ce service-là ici. Hein. Donc on en trouve, mais c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. Et c'est toi, la chance que tu as eue, c'est que ta compagne est dans le métier. Exactement. D'accord. Et si tu n'avais pas eu en fait Jessica, comment tu aurais fait? Alors je pense que je serais passé par un architecte d'intérieur ou des personnes qui travaillent dans l'intérieur. Et juste pour c'est-à-dire que j'aurais fait l'architecture de la villa avec des architectes et j'aurais travaillé avec une équipe spécialisée pour l'intérieur. Parce que c'est vrai que les architectes font dans les grandes lignes et dans la 3D, ils vont te poser un pot, un palmier, une fleur, mais il n'y a pas le côté vraiment la touche finale, quoi, ce qui fait la différence de ta villa. Donc je serais passé par il y en a plein, je pense à Bali, des personnes qui peuvent travailler sur l'intérieur, que ça soit du style méditerranéen ou autre. Il y a tout à fait. Et au début, pour moi, c'est vrai que j'avais pas cette vision. Je pensais que c'était le même métier. Et en fait, en travaillant sur le projet, je me rends compte que tu as l'architecture et tu as l'architecture d'intérieur qui sont liées, mais voilà, c'est quand même différent. Et c'est quasiment le même prix. Parfois, c'est ça. L'architecture d'intérieur, c'est quasiment le même prix qu'un architecte. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, c'est les architectes qui ils ont fait la grosse partie du truc. Et l'intérieur, ça va être 3 fois rien. Non, l'architecture d'intérieur, c'est relativement cher, effectivement. Et ce qui donne en fait la beauté de la maison finale, c'est l'harmonie. Exactement. Nous, par exemple, on avait vu une villa à l'époque, quand on regardait sur Internet, on avait une super villa qui était sur le papier en 3D très jolie, qui était relativement jolie. Et quand elle est sortie, c'était horrible parce qu'elle avait un super style, etc. Mais on a senti que les finitions à la fin, ils sont allés chercher à Kirobokan un petit pot vite fait, ils ont mis un tissu mal fait qui ne s'agence pas et finalement le résultat final, en fait c'est peut-être les 5-10% de finition du projet qui font qui ressortent par les yeux. Donc en fait si on gâche cette étape, ces 5-10% de fin, si on la gâche alors qu'on a investi je ne sais pas combien dans un projet, je trouve que c'est vraiment dommage. À tel point qu'on s'est dit que peut-être même c'est sûr que pour les autres projets qu'on aura, c'est peut-être pas, pour nous, ce sera de l'investissement, de la location, peut-être du daily rental, etc. On va essayer d'y mettre vraiment la touche, le même niveau d'exigence si on peut qu'ici pour les locations, quoi, parce que ça fait vraiment une énorme différence. Voilà. Tu investis dans combien d'autres projets? Enfin, en tout cas, tu planifies d'investir dans combien d'autres projets? Alors là, j'ai un terrain à Padonan de Siar en construction. Donc il y a 2 villas qui sont en train d'être construites, qui sont démarrées, qui vont être prêtes pour… De combien de chambres? Alors on a une villa de 2 chambres et une toute petite villa d'une chambre en fait. Vraiment un petit studio qui est planifié. Donc ça, c'est sur 3. Et il nous reste une partie du terrain qui est libre. On attend d'avoir un peu plus de retour sur investissement, de fonds pour pouvoir en fait investir dessus. Donc on a ces 2 projets-là. Et comme je te disais aussi, là on va retourner en Colombie, on est en train de voir pour revendre un appartement. Pourquoi? Pour réinvestir peut-être d'autres secteurs, peut-être Bingin, Balangan, Uluwatu, enfin tu vois, un peu dans cette zone-là pour un peu diversifier un peu. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de projets ici et je pense que là-bas c'est un secteur, puis même pour nous, pour le week-end, si on a envie d'aller un petit peu là-bas, ça fait toujours du bien. Les expats là qui habitent à Canggu, et ils aiment bien aller le week-end un petit peu du côté d'Uluwatu, Bingin, il y a la mer, c'est différent. C'est une autre ambiance, en fait, on a l'impression d'être en vacances alors qu'on vit à Bali et pourtant quand on part en week-end à Uluwatu, on retrouve ce petit bout de vacances et ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. En fait, c'est ce que je répète souvent. En fait, à Bali, c'est un jeu de cash flow. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on vit ici surtout, on n'a presque jamais de cash flow parce qu'on réinvestit toujours, parce qu'on voit les opportunités. Exactement. Et on a vraiment les résultats en fait de ces opportunités. Et du coup, on a jamais de cash. En fait. Je dois t'avouer un truc, c'est un secret, faut pas le partager. Je me suis jamais senti autant à sec sur mon compte en banque, puisqu'effectivement, en fait, tout ce que je gagne, je réinvestis immédiatement. Donc, effectivement, en termes de cash flow dispo, c'est limite. Donc, effectivement, là, on a investi ici, on a d'autres projets. Donc, voilà, en termes de cash flow et mais voilà, donc, après, c'est pour ça qu'on revend un appartement en Colombie, parce qu'on a, voilà, si je pouvais avoir le double, le triple, 1 million de cash flow, je m'amuserais. Mais bon,
après la vie c'est comme ça, il faut faire les choses par étapes. Donc on commence par un projet, puis petit à petit. Mais comme tu dis, le cash flow à Bali, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Parlons prix maintenant. C'est quelque chose que je sais vous adorez. Ouais. Je vais juste énumérer. Ton terrain, alors on sait qu'aujourd'hui, là où tu es, c'est terminé, il n'y aura plus des prix comme ça. À Bali, il faut savoir en fait prendre le train en marche et prendre les opportunités. Et parfois, même les prix d'aujourd'hui ne seront pas les prix de demain. Donc même si c'est plus cher aujourd'hui, eh bien vous avez quand même beaucoup d'opportunités en fait, voilà, de valeur. En parlant d'opportunités, j'ai par exemple, moi j'ai deux neveux de 25-27 ans, ils se sont mis ensemble et il y a le mois dernier, ils ont loué un terrain à Tumbak Bayou, ils ont trouvé une bonne opportunité et donc voilà, il y a toujours des opportunités. J'ai mon frère qui a aussi pris un terrain juste à côté de là où je suis à Padodan le mois dernier, pareil, et en fait ils se sont pas dit ouais c'est fini, on a raté le train. À un moment il y a encore des opportunités et c'est juste que ça évolue en termes de localisation. Maintenant ce sera plus le centre de Canggu, ce sera peut-être un petit peu plus loin, ça sera plus les mêmes prix, ça sera un petit peu plus élevé, mais ça fait partie du jeu. Alors après on peut jouer sur moi je suis en train en fait, vu le problème de cash flow qu'on a, c'est que je suis en train de jouer sur les plusieurs paramètres. Je pense que ton audience doit connaître qu'à Bali, c'est au million, à l'art et à l'année. Donc forcément, si c'est plus cher par art, par année, forcément peut-être qu'il faut réduire le nombre d'années ou le nombre d'espace pour le terrain. Donc voilà, on joue un peu là-dessus et on voit si ça passe en termes de rentabilité. Voilà, donc je t'ai coupé sur la question. Oui, prix du terrain. Prix du terrain. Alors sur le prix du terrain ici, à l'époque quand on avait visité, je me rappelle, tu m'as fait visiter plusieurs terrains, il y avait des 7, des 8, des 9, des 10. Ici on l'a eu à 8 millions 5 dans ces eaux-là. Ce qui fait donc sur 30 ans, ce qui est revenu peut-être à, je pense, peut-être 50-60 000 euros peut-être dans ces eaux-là, à peu près à la louche, tu vois. Alors à l'époque, c'était en période Covid, il faut préciser. Donc je pense que maintenant, ça serait probablement le double, à peu près. Donc il faudrait compter peut-être 120 000 euros. Donc ça, c'est pour la partie terrain. Voilà. Ouais, d'accord. L'architecte ? Alors l'architecte, pareil, on a eu un super plan Covid entre guillemets, puisque en fait c'était des architectes qui, à la base ils ont un système de calcul qui est au mètre carré de la construction, etc. Et comme nous on ne savait pas forcément la taille, etc., on s'est débrouillé pour avoir une sorte de package global. Bon, on savait qu'on avait 4 arts de terrain, et on s'est dit non, faites-nous un prix fixe, et on a réduit presque de moitié parce que leur prix était aux alentours de, je crois, 200 millions, et on l'a eu pour 100 millions, ce qui fait peut-être 6 000 euros d'architecture. Alors, le prix normal aurait été à 13 000. 13 000, parfois tu m'avais passé des contacts, c'est 20 000, parfois c'est 25 000, et il y en a qui montent à 50 000. Il y en a qui montent jusqu'à 100 000 euros. C'est des architectes stars à Bali. Avec 6 mois d'attente, 1 an d'attente. Même pas 6 mois d'attente, tu as parfois 2 ans d'attente. Ça m'étonne pas. Ils mettent à 100 000 euros. Si on a des architectes comme ça qui sont très reconnus ici. Bon, alors bien sûr, on passe dans le domaine du luxe et de l'ultra luxe, mais il faut savoir qu'un architecte à Bali, ça a un coût. Voilà. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des étrangers et des Indonésiens. Exactement. Il y a des Indonésiens qui sont excellents ici. Il faut les connaître. Ouais, faut les connaître. Et généralement, ils sont un peu moins, on va dire, actifs sur les réseaux, les Indonésiens. Nous, ça a été le point un peu noir au début. On a regardé un peu les réseaux, on s'est dit waouh, c'est pas ce qu'ils font de plus beau, et on a hésité par rapport aux réseaux parce qu'ils sont pas, en termes de marketing, de réseau, tout ça, ils sont pas aussi développés peut-être que les Européens. Mais finalement, on est passé avec eux et on a été satisfait, quoi. C'est des Indonésiens qui sont plutôt basés à Bandung, Jakarta, qui ont commencé avec pas mal de projets. Et puis c'est vrai que pendant la période Covid, ils se lançaient en fait à leur propre compte, puisqu'ils travaillaient pour des gros cabinets d'architectes. Ils ont travaillé avec des cabinets qu'on fait Jumeirah ou je sais plus où à Dubaï et d'autres trucs comme ça. Et puis finalement ils se sont lancés. C'était un peu nous leur premier projet un peu d'ampleur pour eux en tant qu'entrepreneurs. Voilà. Et du coup on est parti avec eux. Parce qu'au final, moi je répète souvent, on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'un bon architecte? Et moi je réponds tout le temps la même chose.
Ça dépend. Ça dépend. C'est quel style tu veux. Est-ce que tu veux un style ultra moderne? Est-ce que tu veux un style méditerranéen? Est-ce que tu veux construire en bois? Quelle langue tu parles? Exactement. Quelle langue tu parles? Dans quelle, on va dire, moyenne fourchette de prix tu te positionnes? Où tu te situes? Bon, il faut prendre tout ça en compte pour définir en fait qu'est-ce que bon architecte. Exactement. On est déjà tombé avec de très bons architectes qui sont excellents, mais avec un certain type de client, ça passe pas. Ouais. Parce que par exemple, ça peut être une barrière au niveau de la langue. Exactement. Donc il faut prendre tout ça en compte et c'est vraiment du cas par cas en fait. Exactement. Peut-être, par exemple, moi je recommande mes architectes avec mes neveux, mais je me dis peut-être que la barrière de la langue au niveau anglais, ça peut être aussi un frein. Donc voilà, on va voir si. Mais effectivement. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder sur la partie architecture, c'est que on a des amis qui ont fait des beaux projets et parfois sans architecte. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans ce type de projet, moi je le déconseille fortement parce qu'il peut y avoir de tout. D'ailleurs, parfois autant ça peut être très bien, mais parfois aussi ça peut être, ça peut être une catastrophe. Donc je pense qu'il y a des personnes, mais non, mais tu n'as pas besoin d'architecte, tu fais au feeling, etc. Et je pense que finalement, sur la valeur finale de la maison, payer 5 000, 6 000, 10 000 euros, sur un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros, ça vaut largement le coup. Donc ne faites pas l'économie d'architecte mauvais ou pas d'architecte en fait. Ouais, exactement. La construction. Alors, la construction, pareil, on a bien négocié pendant le Covid. Alors on a commencé au début, on avait trouvé des constructeurs qui nous demandaient 3 milliards 7, ce qui fait, je sais pas. Donc 180. Non, 3 milliards 7, ça fait 200. Ah non, 3 milliards 7, 3 milliards 7, donc c'est 250. Voilà, alors sauf que du coup, on a trouvé que c'était un peu au-dessus. On s'est dit voilà, il y a peut-être moyen, donc on a réagencé parce qu'on avait au début on avait un rooftop en haut. Bon bref, on a un petit peu réagencé et finalement on s'est avec le contracteur avec qui on est passé. Alors on en a trouvé un Anglais qui nous avait proposé 3 milliards et après on est passé avec la personne qu'on connaissait qui nous a fait à 2 milliards 8 dans ces eaux-là, ce qui fait donc à peu près 180, 200 000 euros. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, ce ne serait plus les mêmes prix. Aujourd'hui, ça ne serait plus les mêmes prix. Et à l'époque où on a signé le deal, déjà, ils nous mettaient en garde, ils nous disaient, en gros, bon, tardez pas pour signer, puisqu'en vrai, c'est vrai, c'était la période d'inflation qu'il y a eu là, il y a les 2 dernières années où le prix des matériaux, du béton, du métal, de machin, tout a augmenté. Et on a signé un petit peu juste avant, et maintenant, on sait que les prix qu'il fait, là, peut-être, il nous a dit, là, la vôtre, je la ferai à 3 milliards, peut-être 4, 5, dans ces eaux-là. Donc oui, avec l'inflation. Voilà. Vous avez des dépassements? On a dépassé, on a rajouté finalement quand même une extension avec la gym, donc une pièce supplémentaire, la cuisine, le rooftop. On a rajouté aussi sur le balcon extérieur, à la base il n'était pas couvert, on l'a couvert. On en a eu pour peut-être 100 millions et quelques de dépassements, ce qui fait 5-6 000 euros sur un projet comme ça va quoi, c'est ok quoi. D'accord. Donc voilà. Okay. Donc projet total, ça fait, enfin total, je sais pas, mais en tout cas, nous ça nous a coûté à peu près 60 000 euros de terrain, plus à peu près aux alentours des 180-200 000 euros de construction, plus l'architecture, ce qui nous fait aux alentours des quoi 250, peut-être 1000 euros d'investissement, sans compter l'intérieur. Voilà, parce que l'intérieur. Je pense qu'à la base, quand je dis intérieur, ça veut dire tout ce qui est ameublement. Ameublement, canapé, avoir des bons tissus, les lampes, les pots qui nous ont coûté relativement cher, c'est les rétros, etc. Les robinetteries aussi. Alors ça se négocie, c'est pareil. On négocie tout ce qui est robinetterie. Le bois, les bois, ils nous ont coûté un bras parce que le contracteur dès le début il a dit je vous inclus pas mal de choses, mais les bois. Vous vous débrouillez. Donc on s'est débrouillé à trouver les bois nous-mêmes. On est parti à Djepara, au lieu des bois à Bali. On a trouvé des tecs parce qu'on trouvait une porte comme ça. Tu pourras peut-être la montrer qui fait 3,6 m de haut en une planche de teck. C'est assez compliqué. Ici, les devis étaient de l'ordre de 200 millions. Voilà, bon, on nous a dit que c'était à peu près ça. Puis à Djepara, on est parti. On a pu avoir pour 120 millions de bois. Donc on est déjà, ça fait à peu près 7-8 000 euros de bois. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout ce qui est gadget high-tech, tu me connais, j'aime bien les rétroprojecteurs, les machins, les trucs, et bon, finalement, ça coûte aussi. Et donc tu dirais ton budget global, donc dans, on va dire, tout ce qui est... Il faudrait que je reprenne mon fichier Excel pour voir exactement de combien on a dépassé. Mais je pense qu'on s'était fixé
20 25 000 et je pense qu'on est peut-être, on a dépassé avec les portes et tout ça, on est peut-être 40 000 je pense. Pour bien, tu vois par exemple on a acheté des matelas, on a acheté des bons matelas, les rideaux en lin, les rideaux, je savais pas que les rideaux ça coûtait aussi cher, mais quand tu as 3-4 000, peut-être même plus euros de rideaux, ça, après on peut trouver largement moins cher. Je dis pas si vous démarrez dans la construction, je pense que c'est une villa pour toi aussi. Voilà. C'est pas une villa qui est faite pour de la rentabilité. Moi je ne mettrais pas peut-être du lin pour du Airbnb. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc voilà, je dirais c'est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et bon, le décompte final doit être fait. Si, il y a eu aussi, c'était pas compris, le portail et le côté extérieur, ça nous rajoute un petit 2-3 000 euros de plus. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qu'on avait négocié avec notre contracteur, ce qui peut-être se fait souvent, je sais pas si tu as vu ça, c'est que dans le prix du contracteur, parfois on ne sait pas exactement quel type d'interrupteur on aura, quel type de fossettes, les robinetteries, tout ça. Et par exemple, nous, on a investi dans une marque qui s'appelle Paloma, qui est une marque plutôt chère. Donc ça, après, on calcule avec lui, c'est du surplus, etc. Donc voilà, à peu près pour le budget de la maison. Voilà. Ok. Écoute Mike, merci pour tout ça. Dernière question qu'on va te poser. Est-ce que tu conseillerais à d'autres investisseurs, bon, je sais que tu l'as fait pour toute ta famille et que toi tu réinvestis après, mais en 2023 et qui sont à distance ou qui veulent se lancer dans l'aventure à Bali, est-ce que tu leur conseillerais de venir investir toujours ici aujourd'hui et surtout quel budget il leur faudrait avoir pour toi pour investir ici? Alors oui, moi je recommande bien évidemment puisque je le fais moi-même, donc forcément je le recommande. Et puis quand je vois en fait les opportunités qu'on a en France, je vois que c'est beaucoup plus compliqué. Moi je voyais par exemple mes neveux qui sont jeunes, qui ont 25, 27 ans, qui me disaient ouais on a envie d'investir, on a vu des trucs, faut investir, un crédit, machin, et qu'ils avaient du mal à débloquer la situation. Et je leur dis bon, faites comme vous voulez, mais à Bali vous pouvez commencer à investir avec un petit terrain. Ils ont un terrain à peut-être 50 000 euros et puis petit à petit ils vont construire dessus. Donc il y a des opportunités. Ça paraît beaucoup plus simple qu'on le pense. Parfois, on se dit non, mais c'est à l'autre bout du monde. On peut pas être propriétaire du terrain. C'est à l'année, machin. Tout ça, c'est des blocages qu'on a tous eu à un moment. Puis finalement, quand tu regardes bien dans les détails, finalement, c'est quand même beaucoup plus simple d'investir à Bali. À partir du moment où tu as de l'argent, en fait, finalement, tu arrives, tu payes et puis voilà. Donc, en termes de budget, moi, je pourrais pas dire, mais je sais qu'il y a des gens qui ont construit pour des budgets, mais vraiment des petites surfaces à partir de. Après, voilà, peut-être sur moins d'années, mais tu peux construire des petites. À moins de 100 000 euros, tu peux construire une maison. Après, ça sera ce que ça sera pour 100 000 euros. Et après, en termes de budget, ça peut aller, voilà, comme ici, 200, 300. On a déjà vu aussi des maisons à 1 million, 2, 3. Enfin, après, il n'y a pas de limite. Et c'est vrai que sur Bali aussi, on est sur ça monte en gamme par rapport à… C'est vrai que tout ce qu'on voyait en 2017-2018, c'était la petite maison traditionnelle balinaise à Bali. Enfin, là, c'est vrai que c'est en train de monter en gamme et effectivement, les prix des terrains augmentent, les prix des constructions augmentent. Donc voilà, ça augmente, mais il reste pas mal… Ça augmente, c'est sûr que ça augmente, mais quand tu vois le prix, quand tu vas à Bingin, que tu loues un petit appartement de pièces, enfin une petite villa de pièces et que c'est déjà 300 $ la nuit pour un truc petit, les prix suivent, la location suit, donc la rentabilité suit, c'est toujours pareil. Voilà. Donc allez-y, enfin en tout cas, nous pour le moment, on n'est pas déçus. Donc après, voilà. Allez-y. Merci Mike pour tout. Écoute, Laurent, merci. Comme d'habitude, si vous avez aimé les intervenants qu'on met dans cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à laisser un like. Et on a aussi remarqué que en fait 80% des gens qui nous suivent regardent les vidéos mais ne souscrivent pas en fait à la chaîne YouTube. Donc ça nous aide beaucoup au niveau des algorithmes. Donc souscrivez en bas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.